Bonjour, dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes revenus fonciers de 2021, autrement dit combien me rapportent les 240 garages en ma possession. Alors, au fil des 10 dernières années, parce qu'aujourd'hui j'ai commencé à investir en 2012, d'accord, ça fait plus de 10 ans maintenant, et bien j'ai investi pas loin de 800 000 euros au total, travaux inclus, dans 240 garages, d'accord. Le rendement brut moyen, hein, il est de 15%. D'accord. Et ça fait un total de 240 garages. Alors aujourd'hui, je suis rendu à plus que ça parce que il y a des achats qui ont été faits en 2022. Là, je viens encore de signer en fait un nouveau lot en mai 2022. Donc ces garages-là ne sont pas comptabilisés puisque j'ai fait juste la déclaration sur 2021. Alors, pour des raisons de simplicité, les cash flows que je vais te présenter ici ont été faits avec une tranche d'imposition de 30% plus la CSG CRDS de 17,2%. Ça veut dire que sur le bénéfice que mes garages dégagent, sur tous les lots, eh bien j'ai appliqué en fait une taxation quasiment enfin pas quasiment, c'est exactement de 47,2%. Dans la réalité, heureusement, ce n'est pas comme ça puisque eh bien, la taxation est progressive. Les premiers 10 000 euros que tu gagnes, c'est 0. Ensuite, on passe à 11 et on arrive voilà, jusqu'à 45,5. Okay, donc la question que je me suis posée en fait et que je me pose quasiment tous les ans quand je fais ma déclaration de revenus, c'est est-ce que je suis rentier si j'arrête de travailler? Grosso modo, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je gagne? D'accord. Donc je vais te présenter les 8 lots sur lesquels j'étais propriétaire en fait en 2021 par ordre de cash flow du moins important au plus important. D'accord. C'est un choix délibéré de ma part, ça correspond. Voilà, j'aurais pu le faire de manière chronologique, j'aurais pu le faire en termes de rendement, j'aurais pu le classer n'importe comment. Alors, le premier lot avec le plus gros cash flow négatif, en fait, c'est ce lot-là. Il a 20 minutes d'Angers. Je l'ai acheté en 2017. Il a un rendement brut de seulement 9%. Par contre, il est extrêmement bien placé. C'est-à-dire que pour ce lot-là, j'ai jamais publié une seule annonce sur Internet. D'accord. Et la gestion de ce lot-là, elle est simplissime. D'accord. Donc, ça me dérange pas, en quelque sorte, d'avoir peu de rendement, d'avoir un cash flow, en fait, de négatif à hauteur de 2400 euros par an, parce que j'ai aussi voulu compresser. C'est-à-dire que j'ai fait un prêt seulement sur 8 ans. Ça veut dire que voilà, dans 2 ans et demi, ce prêt-là est remboursé et je vais passer largement en cash flow positif. D'accord. Donc il faut voir que voilà, c'est un équilibre entre la qualité, un petit prêt sur 8 ans qui est financé à 110%. Voilà, si j'avais fait un apport, ça aurait été différent. D'accord. Donc ça veut dire que c'est un lot qui, tous les mois, me coûte à peu près 200 euros. Ensuite, on a un lot de 22 garages, j'ai acheté en 2016, qui a un rendement brut de 13%. Et lui, bah voilà, on est dans les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire que voilà, j'ai un prêt qui est pareil, qui n'est pas sur des durées délirantes, c'est-à-dire que je suis sur 15 ans, peut-être que sur 20 ans, eh bien, j'aurais eu un cash flow qui se serait équilibré. Mais moi, c'est pas ma stratégie, d'accord. Et à un moment, je voulais rembourser mes prêts assez rapidement pour avoir vraiment la totalité de mes revenus. Un de mes derniers achats, en tout cas c'est le dernier achat de 2021, puisqu'il a eu lieu le 1er août 2021, on est à Angers, et un rendement tout à fait pourri en fait de seulement 3% brut. Hein. Tu vas te demander pourquoi est-ce que tu as acheté ça. Alors ces 3% bruts ils sont calculés, bah déjà, alors le cash flow négatif sur cette année il est de moins 1200 euros. Mais les 3%, en fait, il faut les remettre dans un complexe global, c'est-à-dire que, eh bien, ils sont calculés sur le prix d'achat, sur seulement 5 mois de location, d'accord. Donc déjà, on passerait sur 12 mois, on serait plus proche des 6. Et là, tous les chiffres que je te montre, en fait, sont déduits de tout, en fait, impayé. C'est vraiment l'argent que j'ai gagné, que j'ai encaissé, c'est pas un rendement théorique. Et donc là, sur les 6 garages, il y avait quand même un locataire qui payait pas, donc ça représente quand même 16% de cash en moins. Donc tu peux te dire, bah ouais, c'est pas une super affaire. Alors ce lot-là, je l'aime bien aussi parce que bah, déjà il est très proche de la maison, il est dans Angers, quartier du Justif pour si tu connais, et j'ai surtout un espoir de plus-value qui est formidable puisque j'ai acheté je crois 9000 euros net de frais de notaire et d'agence le garage. À Angers, ce n'est pas censé exister, quoi. C'est quelque chose qui vaut facilement 15 000 euros le garage, donc je sais que voilà, j'ai à peu près 30 000 euros de plus-value dès aujourd'hui en revendant ces garages. Autre petit lot de garage qui est en cash flow négatif, hein, c'est ce lot-là qu'on voit qui est en Basse-Normandie. Donc ça fait partie de mes achats les plus récents, hein, puisque c'est après le confinement en 2020, ça a été signé. 11% de rendement brut, tout loué. Et voilà, je l'ai acheté parce que je me suis dit, bon ben voilà, ça va pas changer ma vie, hein, parce que ça fait pas des gros loyers, hein, c'est peut-être que 2000 euros de loyer par an. Mais
je me dis que ça peut être intéressant, notamment si j'ai un besoin de trésorerie. C'est un petit lot de 4, je peux le revendre assez rapidement. J'aurai une exonération d'impôt si je vends les 4 garages en dessous de 15 000 euros. Donc voilà, c'est un lot que voilà, qui peuvent servir d'appoint comme ça. Dernier lot en cash flow négatif, c'est ce lot de 23 garages qui est situé aussi en Basse-Normandie à Alençon, que j'ai acheté en 2015 sur un prêt à 12 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en positif en fait sur ce lot-là, notamment parce que bon voilà, on est sur un calcul à l'IR, mais dans la réalité, je suis sur une SCI à l'IS avec un cash flow. On sait très bien que la SCI à l'IS, ça reporte l'imposition dans le temps à la revente. Donc forcément, là, si j'avais été à l'IR, j'aurais été sur un cash flow négatif de moins 400, alors que dans la réalité, je sais pas, mais je pense que je suis plus proche de 2500 à 3000 euros de cash flow sur ce lot-là. Donc un prêt sur 12 ans, donc pareil, relativement court. Donc une fin de prêt en 2027, ça va venir vite. Et j'ai refait un prêt en fait parce que j'ai dû refaire l'allée en bitume avec le voisin, on va dire, qui a l'allée d'en face. Donc c'est pour ça aussi que j'ai 2 prêts sur ce lot-là et donc un cash flow qui est négatif. On passe dans la série des cash flows positifs avec un lot qui a été acheté en décembre 2018 à Bourges, 13 garages. Mon plus gros rendement, puisqu'on est à 26% quand même de rendement. En positif à 700 euros si c'était à l'IR, en hyper positif en SCI à l'IS. Pareil, c'est un lot qui est relativement simple à gérer, ça a beau être à 300 km de chez moi. Voilà, je m'y rends une fois par an et encore, il y a des années, j'y vais même pas, puisque voilà, j'ai fait les travaux juste à l'achat et après, les garages, ça roule, même si c'est très très loin. Mon deuxième lot de garage, parce que le premier, pour rappel, je l'avais acheté à Saint-Étienne et je l'ai revendu très rapidement suite à mon déménagement, mon retour sur Angers. Donc 50 garages achetés en 2013, 20% brut de rendement affiché en 2021, un cash flow là encore hyper positif, d'accord, à hauteur de 5500 euros net, dans une tranche à 30%. Il faut noter qu'en fait ce lot de garage là me permet en fait de payer les cash flows négatifs du lot de ce lot là qui est à moins 2000 et de ce lot là. Donc c'est fait exprès en fait, si vous voulez, dans ma poche d'investissement, je sais que ce lot là en fait, je pourrais facilement en profiter, tirer les cash flows, mais en fait je garde les revenus de ce lot là pour payer les cash flows négatifs des autres lots, parce que moi je suis dans une phase d'investissement, j'ai 37 ans, j'ai suffisamment en fait d'argent pour vivre grâce à mes fidèles clients qui investissent dans mes formations de type dans le livre ou la Garage Academy ou la Parking Academy ou réussir sa SCI. Donc voilà, je ne gagne pas des milliers et des cents avec ça, mais ça me suffit juste pour vivre, et tout le reste, on va dire, c'est là où je m'enrichis le plus, mais avec des revenus qui sont peu ou pas disponibles, en tout cas sur le papier là. On va tirer les conclusions après. Et puis le plus gros lot de garages dont je dispose aujourd'hui, c'est le lot de 216 garages qui est situé à BD à côté de Rennes, où j'ai 55% des parts de la société qui détient ce lot-là. Ça a été acheté en mars 2019 avec mon associé. On a un rendement en fait de 14% brut, ce qui est énorme en fait pour un lot de cette taille-là. Et cette année, s'il avait été à l'IR, en fait, il m'aurait rapporté un cash flow de 8000 euros. Le fait est que c'est pas vrai, puisqu'on est ce lot-là, on est en société, en SAS à l'IS, et dans la réalité, ça m'aura plutôt rapporté 2 fois plus. Tout en sachant qu'on est sur une année intermédiaire, c'est-à-dire que 2021, on n'a pas commencé l'année plein à 100%, d'accord. On a une montée en puissance où 2022, on démarre l'année, avec les 216 garages loués, mais comme c'est un lot qu'on a acheté en 2019 avec 0 locataire, en 2021 on avait fini de remplir, mais pas au 1er janvier 2021. Je crois que de mémoire on a fini de remplir en juin ou juillet 2021. Donc si on additionne tous les bénéfices imposables, d'accord. Donc on ne faut pas confondre cash flow, donc les cash flows, c'est ce que je t'ai montré après impôt, avec le bénéfice imposable. Donc aujourd'hui, si j'avais dû tout déclarer en fait selon la méthode de calcul de l'impôt sur le revenu, j'aurais déclaré 85 000 euros de bénéfices imposables, d'accord, au titre des revenus fonciers. Le fait est que sur cet argent-là, il y a 40 000 euros de capital qui ont été remboursés à la banque, d'accord, donc des choses que je ne peux pas de l'argent que je ne peux pas garder sur mon compte en banque, mais d'un autre côté cet argent là il m'appartient, c'est à dire qu'à chaque fois que je rembourse une mensualité,
cet argent-là, bah, effectivement, lors d'une revente, ou eh bien, il m'appartient réellement. Donc je suis taxé en fait sur ces 40 000 euros de gains, hein, ils font partie en fait de ces 85 000 euros de bénéfices. Voilà, dans la vraie vie, si j'avais tout déclaré à l'IR et que j'avais additionné en fait les 85 000 euros avec les tranches marginales d'imposition, c'est-à-dire 0, 11, 30 et 41, mon dernier lot en fait aurait été taxé dans la tranche à 41%, et au total en fait sur ces 85 000 euros de bénéfices, j'aurais payé 35 000 euros d'impôt sur le revenu. D'accord, si tout avait été à l'IR, et donc il me serait resté en fait seulement 10 000 euros pour vivre. D'accord, c'est-à-dire ok, je me serais enrichi de 40 000, plus les 10 000 que j'ai, j'aurais payé 35 000 euros d'impôts, mais j'aurais eu que 10 000 euros pour vivre, ce qui est rigoureusement, ce qui aurait été très très difficile avec 2 enfants en bas âge à charge. Et donc cela même avec un rendement brut moyen de 15%. Donc ça veut dire que l'impôt sur le revenu, c'est vraiment quelque chose qui est assez confiscatoire, notamment en phase d'emprunt, puisque si tu dis, voilà, moi, tous les emprunts sont remboursés, effectivement, j'ai pas les 40 000 euros de capitaux à rembourser, donc ça me ferait 50 000 euros de cash flow. Et donc à ce moment-là, effectivement, une fois que tous mes emprunts seront remboursés, c'est largement suffisant pour vivre d'avoir 50 000 euros net d'impôt par an, puisque ça fait du 4 000 euros net. D'accord, donc ça veut dire que j'ai une photo à l'instant T, où j'ai 10 000 euros qui peuvent arrondir mes fins de mois et qui complètent, on va dire, mon salaire, mais j'ai surtout beaucoup d'enrichissement qui est masqué par le crédit, et à terme, la photo, c'est effectivement la possibilité d'une rente de la hauteur de 4 000 euros par mois, rente qui sera accessible progressivement, puisque les durées d'emprunt, en fait, j'ai fait exprès qu'elles s'étalent en fait sur quelques dizaines d'années, et donc avec des premiers remboursements d'ici 3 ans avec le lot de Saint-Jean-sur-Loire. L'autre leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que le recours à l'impôt sur les sociétés, en fait, il est obligatoire. Je veux dire, il y a un moment, quand tu es sérieux dans l'immobilier, il y a un besoin réel en fait de décaler l'imposition à la revente, d'accord? Parce que effectivement, être taxé quand tu rembourses des prêts, c'est pas toujours intéressant. Autre avantage de l'IS, c'est que en fonction des projets, on va avoir des rendements qui peuvent être dopés, parce qu'il y a des travaux, par exemple, qu'on peut déduire à l'IS, qu'on peut pas déduire à l'IR, parce que il y a un système de calcul qui est différent. Et donc, en fonction de l'investissement qui se présente à soi, on va avoir des investissements qui vont être typiquement plus intéressants à l'IR, d'autres typiquement plus intéressants à l'IS. Et donc, moi, j'ai pris le meilleur des deux mondes en essayant d'équilibrer et de classer en fait mes investissements grâce à Renta SCI dans la bonne fiscalité pour pouvoir optimiser tout ça. On peut aussi tirer des leçons sur le taux d'endettement qui aujourd'hui, quand je discute avec ma banquière et que je regarde sur son logiciel, en fait mon taux d'endettement il est à 0, parce que effectivement je suis en cash flow positif, que ce soit à l'IR ou à l'IS. Et donc ma banque elle continue à me prêter sans regarder, sauf que depuis juillet 2021, avec le décret du Haut Conseil à la stabilité financière, donc le HCSF, il y a une nouvelle formule qui est en vigueur, formule que tu peux, à laquelle tu as accès et qui est calculée automatiquement dans Renta Garage 2 et Renta SCI, ce qui, dans le logiciel de ma banque, m'amène en fait à 32% de taux d'effort, alors que le plafond il est à 35%. Donc je suis pas loin, j'ai encore de la marge pour investir. Au fur et à mesure que mes emprunts vont être remboursés, mon taux d'effort forcément va baisser. Ce taux d'effort, il est maîtrisé en partie grâce à l'investissement dans les sociétés, en partie grâce à l'impôt sur les sociétés. Et pour ceux qui veulent les détails, en fait, pourquoi est-ce que la SCI à l'IS, ça change quelque chose au niveau de ton taux d'endettement, je t'invite à aller regarder dans la formation Réussir ses financements immobiliers. Autre leçon qu'on peut tirer, c'est que en fait les lots les plus récents ne rapportent pas pleinement tout de suite, d'accord? Parce que il y a des travaux, parce qu'il y a une reprise en main de la gestion, parce qu'il y a un taux de remplissage ou des impayés en fait à gérer, et donc forcément BD comme Angers, on n'est pas sur des rendements et sur des cash flows qui sont dingues, parce que effectivement il y a une progression, et donc sur l'investissement immobilier. Il y a un gros effort à mettre sur la sélection, sur l'achat, mais par contre, une fois que c'est lancé, là, on a les fruits qui arrivent assez rapidement. Autre impact qu'on peut tirer, c'est que les petits lots,
C'est systématiquement en fait en cash flow négatif parce que bah, en fait on a des durées d'emprunt sur lesquelles on peut pas, les banques veulent pas financer 20 000 euros sur 20 ans, ça n'a pas de sens en fait. On arriverait trop rapidement en fait au taux d'usure notamment. Donc l'idée en fait c'est vraiment voilà, d'avoir des durées qui soient relativement courtes et donc il faut accepter quand on achète des petits lots et bien d'avoir des cash flows négatifs pendant des petites durées de l'ordre de 8, 10 ou 12 ans de financement en fonction de ce que tu choisis. C'est bien d'allonger les durées pour essayer de voilà de pas faire monter trop le taux d'endettement et le taux d'effort. Moi personnellement, j'ai fait le choix en fait de dire que les gros lots en fait financent les petits lots et de garder juste en fait un cash flow pour arrondir les fins de mois, mais de pas tirer on va dire un maximum d'argent tout de suite parce que je souhaite que effectivement les prêts soient remboursés assez rapidement. Alors petite nouvelle. Après 3 ans de recherche, quand même, nous allons acheter notre résidence principale. On a signé le compromis au mois de mai et donc un emménagement vers le 14 juillet. Je voulais juste, voilà, peut-être faire une vidéo à part là-dessus si jamais ça t'intéresse. Donc n'hésite pas, voilà, à le dire dans les commentaires sous la vidéo si vous voulez une vidéo spéciale résidence principale. Le fait est que j'ai fait l'inverse de quasiment tout le monde, hein, puisque tu as vu que j'ai quand même investi 800 000 euros dans des garages pendant 10 ans avant d'acheter ma résidence principale, d'accord? Donc j'ai vraiment fait l'inverse parce que j'ai jamais acheté, jamais été propriétaire de ma résidence principale. J'ai toujours loué en fait depuis mes 22 ans enfin depuis mes 18 ans, mais c'était mes parents qui payaient, mais depuis mes 22 ans où je suis autonome financièrement jusqu'à mes 37 ans. Donc j'ai fait 15 ans de locataire de résidence principale et aujourd'hui, voilà, je suis enfin propriétaire de ma résidence principale, enfin c'est en cours. Je vois bien que en fait, financièrement, le fait de gagner de l'argent comme ça, d'avoir beaucoup de garages, quand je discute avec des personnes qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire des parents d'élèves par exemple que je rencontre, ils peuvent être surpris, ça peut les déranger en fait, et je vois que ça tique en fait, donc ça peut être difficile. Moi je l'assume, hein, de toute façon c'est mon choix, je veux pas faire tout le monde, comme voilà, j'ai des enfants qui sont très rapprochés, ils ont que 15 mois d'écart, alors on n'a pas fait exprès, mais le fait est que bah, voilà, ça a été difficile, ça l'est toujours, enfin pas les enfants, hein, mais le fait en fait, d'avoir une vie financière et une vie qui est différente de tout le monde, il faut l'assumer. Par contre, c'est une satisfaction énorme quand on voit les résultats que ça apporte, d'accord? Parce que en fait, dans les faits, les résultats en termes de patrimoine, ils me donnent raison. Il n'y a pas photo en fait quand je compare avec les autres. Donc il faut être fort, il faut prendre la décision effectivement d'investir, de se dire que je commence par ça, que la résidence principale c'est pas grave si je l'achète quand pour mes enfants, que mes enfants quand ils ont 5 ans, quand ils ont 10 ans, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on s'enrichit le plus rapidement, d'accord? C'est pas en faisant je lève de la dette pour rembourser ma résidence principale. La résidence principale, bon, c'est une économie de loyer, mais quand je regarde les rendements entre la résidence principale et les garages, il n'y a pas photo, d'accord? C'est très bien d'avoir une résidence principale parce que je ne veux pas payer des loyers jusqu'à ma retraite, mais dans les faits, ça rapporte quand même vachement moins que des achats locatifs, d'accord? Donc il faut inverser cette tendance-là, et je te promets que c'est vraiment la solution pour doper en fait, dire, ton patrimoine. L'autre leçon qu'on peut tirer, c'est qu'en fait aujourd'hui, les revenus de ces garages, même si là je t'ai présenté quelque chose à la grosse, hein, si tout avait été à l'IR, alors que j'en ai quand même plus de la moitié qui est à l'IS, donc un système de revenus qui est un petit peu biaisé par rapport à la réalité, mais les revenus en fait des garages et des sociétés à l'IS me donnent accès en fait à une maison que je n'aurais pas pu me payer autrement. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu aussi comme si je voyageais en première ou en business, en classe business dans un avion, alors que bah, si j'avais pas eu le garage, j'aurais dû me payer une classe éco. C'est extrêmement important en fait d'avoir investi avant, parce que bah, forcément le confort de vie après, il est sans commune mesure. Et là, j'achète ma résidence principale, alors que j'ai encore les crédits sur le dos des garages, que tu vois que je suis à 32% de taux d'endettement, mais la résidence principale, en fait, ben, ça passe tranquillement, parce que bah, effectivement, il y a des revenus, et quand je vois le total en fait, de ce que ma banque prend en revenus, et bien effectivement, ça me donne accès en fait, à des revenus, à une maison qui est vraiment sympa. Et donc pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on a mis 3 ans en fait à trouver une résidence principale? C'est pas on avait trouvé en fait des maisons qui nous plaisaient, sur lesquelles on avait fait des offres au prix. Après le marché était tendu avant et pendant le coronavirus, avec les confinements, etc. Et on s'est rendu compte en fait que toutes les maisons
qui nous avaient plu, sur lesquelles on avait fait des offres avec ma femme, eh bien, c'était des maisons écologiques, d'accord? Et dans ma vie actuelle, tu as senti peut-être dans les dernières communications que j'ai faites, eh bien, j'ai quand même de plus en plus d'inquiétudes par rapport à la situation écologique en France et dans le monde, hein, avec notamment voilà, un mois de mai hyper chaud en France. Et donc je me bouge les fesses en fait pour la planète. J'ai commencé notamment à donner des arbres gratuitement pour des personnes qui souhaitent les planter dans leur jardin. Et voilà, je souhaite aussi réduire mon empreinte carbone. Et la maison en fait représentait voilà, quasiment 25% de mon empreinte carbone, et donc c'est 25% en fait qui vont partir, voilà, que je vais supprimer de mon bilan carbone pour voilà, donc ça représente plus d'une tonne de CO2 en fait par an pour ceux à qui ça cause. Ceux à qui ça cause pas, je vous invite à aller sur nosgestesclimat.com qui en fait te permettra de calculer ton bilan carbone personnel, et bah, voilà, tu pourras voir le poids notamment de ta résidence principale, de ton logement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc voilà. Donc une maison écologique, j'aurai peut-être l'occasion de te présenter si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc n'hésite pas, voilà, à me le dire dans les commentaires si tu as des questions par rapport à ça, par rapport au contenu de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, bah, n'hésite pas à mettre un pouce, puisque voilà, ça te permettra d'être plus visible. Et puis bah, pour ceux qui ne le sont pas, abonne-toi à cette chaîne, et à très bientôt.